Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de notre émission sur les 7 arts, Art and Facts. L'art du jour sera le cinéma. Bon bah c'est parti. L'art, c'est une richesse. C'est une manière de faire du beau, de vivre, de rencontrer des gens. L'art, c'est le vivant. C'est la liberté. C'est la liberté, c'est le vivant. C'est le plaisir, c'est donner. L'art, c'est donner. Je n'appartiens plus à l'art. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la projection cinématographique et son évolution depuis la photographie. C'est donc à l'Institut des Frères Lumière à Lyon que nous commencerons notre émission. Allons-y. Après de longues années de recherche et de développement, le cinéma a pu devenir tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais pour comprendre son évolution, il nous faut revenir en 1826, année de l'invention de la photographie par Nicéphore Niepce, à Chalon-sur-Saône. Bien entendu, Niepce n'est pas le premier à figer une image, mais il est le premier à figer la lumière. En effet, après plusieurs tentatives peu convaincantes, Niepce arrive à avoir une image stable de sa maison à Saint-Loup-de-Varennes. On n'y distingue pas grand-chose si ce n'est un bâtiment, un arbre et une grange. Afin d'obtenir ce cliché, Niepce a placé une plaque d'étain couverte d'un bitume qui durcit à la lumière dans une chambre noire, et ce pendant plusieurs heures. En parallèle du développement de la photographie, on assiste au développement de l'image animée, notamment grâce au thaumatrope du Dr Paris en 1820. Puis au phénakistoscope de Joseph Plateau en 1832, qui est un disque où est imprimé une succession de dessins. C'est à l'aide des fentes situées sur ce disque que l'on regarde les dessins et que l'on a l'impression d'un mouvement fluide. Vient ensuite le zootrope de William Horner, qui reprend le même principe que son prédécesseur mais sous une forme différente. Mais si ces méthodes sont amusantes, elles sont tout de même peu pratiques si on désire les transporter. Il faudra donc attendre 1860 que le français Dévigne invente le folioscope ou flipbook, qui est un petit livret où l'on fait défiler les pages pour donner l'effet de mouvement. À partir de là, l'image animée ne va pas vraiment évoluer jusqu'en 1877, où un instituteur français, Émile Reynaud, va trouver le moyen d'automatiser et de rendre plus agréable à regarder le phénakistoscope. Il présentera son invention, le praxinoscope, lors de l'exposition universelle à Paris. Dès lors, il devient un véritable succès commercial. En 1880, Émile Reynaud met au point le praxinoscope à projection. Avec une lanterne magique, il est capable de projeter une animation sur un écran. En perfectionnant encore son appareil, il peut en 1889 projeter une bande de longueur indéfinie. Émile Reynaud peint à la main sur gélatine chacune de ses poses, et il y a entre 500 et 600 poses par bande. C'est pourquoi la première projection publique n'aura lieu qu'en 1892 au musée Grévin. Entre-temps, Thomas Edison a créé le kinétoscope, également une machine à défilement, sauf qu'une seule personne peut voir le film à la fois. Il n'y a donc pas de projection. Pendant ce temps, Antoine Lumière pense qu'il est ridicule de ne faire payer le film qu'à une seule personne, tandis que les projections grand public de Reynaud attirent plus de 300 personnes. Il confie donc à ses fils, Louis et Auguste Lumière, la tâche de combiner ces deux idées afin de se lancer dans un projet de plus grande ampleur. C'est pour ça qu'en 1895, le 28 décembre plus exactement, on assiste à la première projection publique à Paris. Les gens sont venus par centaines pour voir le film La mer ou Baignade en mer. On attribue donc la création du cinéma aux Frères Lumière alors qu'ils ne sont que la conclusion de longues années de travail les précédents. Il n'en reste pas moins un symbole fort de la naissance du cinéma. Et pendant plus d'une trentaine d'années, la projection en salle ne va pas vraiment évoluer. Je vous propose de voir ça tout de suite. Le cinéma dans les années 30 à 50 est un rendez-vous. On trouve des salles partout. Les plus grandes et les plus huppées accueillent des séances en avant-première pour les gens aisés. Les plus petites sont destinées à la classe ouvrière, présentant actualité et réclame. De véritables spectacles où les familles peuvent s'y retrouver plusieurs fois par semaine. À cette époque, les projectionnistes sont des opérateurs. Ils vérifient l'état et l'ordre des bobines, chargent le projecteur, réglant images et son, et surveillent le bon déroulement des projections. Ce sont des techniciens, capables de réparer la machine au moindre problème. L'arrivée de la télévision, ainsi que certaines projections de mauvaise qualité, provoque le déclin du cinéma. Les gens ne se déplacent plus pour voir un film que leur offre déjà le petit écran. Entre 1955 et 1965, le cinéma perd plus de 135 millions d'entrées. Avec l'arrivée des taxes sur les salles de spectacle, les prix des billets augmentent en conséquence. Le cinéma perd alors son public. Mais ce sont durant ces années-là qu'apparaissent les cinéphiles. De petites salles reviennent au profit du cinéma d'auteur et d'essai. De vieux films d'avant-guerre sont projetés pour ces nouveaux passionnés. Le cinéma évolue et son public aussi. De nos jours, le cinéma vient de passer un nouveau cap, le numérique.
La projection numérique revient moins cher que la projection traditionnelle en 35 mm. Plus de soucis de dégradation de la pellicule, une qualité d'image fixe et bien d'autres avantages encore. Cela reste toutefois un nouveau défi à relever pour les distributeurs et les exploitants. Les coûts de production des films baissent tandis que les directeurs des salles doivent s'équiper et suivre l'évolution de cet équipement. Avec l'arrivée du numérique, les métiers liés à la projection en salle changent et certains disparaissent. Pour revenir sur ce moment clé du cinéma, nous avons rencontré Maya Simon qui travaille actuellement au Gaumont Multiplex de Montpellier et qui va nous parler de son ancien métier de projectionniste et de son évolution. Alors, je suis devenue projectionniste par hasard. En me baladant dans le Gaumont, j'ai découvert la cabine de projection et tout m'a plu. L'odeur, le bruit, la proximité des machines, voilà, tout ça, c'était magnifique. Du coup, j'ai passé mon CAP de projectionniste, parce qu'à l'époque, c'était un CAP. Autant vous dire que mes parents n'étaient pas trop d'accord. J'ai quand même fini mes études de droit et ensuite je suis venue ici au Gaumont Multiplex, puisqu'en 98, on a ouvert le Gaumont Multiplex. Voilà. Moi, j'ai très mal vécu le passage au numérique parce que, je dis moi, mais je pense que l'ensemble de la population des opérateurs projectionnistes ont assez mal vécu leur passage au numérique parce que c'était vraiment la mort de leur métier, quoi. C'est-à-dire que c'est du jour au lendemain un métier qui disparaît. Le métier, quand je dis métier, c'est-à-dire la spécificité du métier. C'est-à-dire que nous, quand on était projectionniste, on avait une vraie plus-value. C'est-à-dire qu'on était capable de faire des choses que personne n'était capable de faire. Il fallait monter les films. Les films arrivaient en bobine. Il fallait les monter. Pour les monter, il faut vérifier que ce soit dans le bon sens parce qu'il y a un sens. Il y a un sens de projection et il y a un sens d'histoire. Donc, bobine 1 à 8, bobine 1, etc. Il faut les monter. Il faudra les démonter quand le film part de l'affiche. Il faut ensuite entretenir les machines, changer les lampes. Un entretien de machine, c'est un peu comme une voiture, c'est de la mécanique. Donc il faut mettre de l'huile, il faut nettoyer, il faut... voilà, tout ça, quoi. Quand on a ouvert en 98, on pensait que le numérique, ça allait arriver. Il y avait déjà des prémices, mais que ce serait genre... que moi, je finirais ma carrière, par exemple, en tant que projectionniste. J'en avais encore pour 30 ans, quoi. Et en 2002, on a commencé... 2002, à avoir les premiers essais numériques dans les cinémas Gaumont-Pathé. Alors c'était sur une seule salle à Paris, au Gaumont Champs-Élysées, exactement. Une fois que tout ça a été testé, après on en a déployé assez rapidement au moins une salle entièrement numérique sur l'intégralité de nos cinémas Gaumont-Pathé. Donc une salle, ça a permis de se familiariser avec l'outil. Et une fois que tout ça a été validé par notre direction générale, on en a mis partout. Voilà, et du jour au lendemain, en 3 ans, ça s'est fait en 2 fois 3 ans. C'est-à-dire qu'on a fait une première période de 3 ans où on a fait la moitié du parc. Et où là, il y a déjà quelques projectionnistes qui sont partis en disant moi, je veux pas faire ça. Et ensuite, la deuxième partie de 3 ans où là, la moitié des autres projectionnistes sont partis. Ce qui fait que maintenant, en cabine de projectionniste pur et dur, c'est-à-dire avec un CAP, on n'a plus que 2. Il y en a un qui est chef et un autre. Donc voilà, tout le monde est parti, ils sont bien partis, on a été largement dédommagés. Et non, c'est surtout qu'on a eu le temps de s'y préparer, donc il y a eu des plans de formation qui ont été mis en place pour que les gens puissent choisir un nouveau métier. La salle de cinéma semble rester un lieu emblématique où tous peuvent venir se divertir et où tous les enfants peuvent rentrer et rêver en compagnie de leur famille. Cependant, ce rêve dépasse la simple salle de cinéma et le public se languit de nouvelles formes d'expression et de nouvelles expériences vers lesquelles nous nous dirigeons. Est-ce un bien ou un mal ? Cela dépendra de ceux qui construiront cette expérience et nous vous invitons à y participer. Moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode d'Art & Facts.